Je me présente, mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Et ce soir, j'aimerais que l'on aborde ensemble une nouvelle série qui va porter sur l'étude de l'évolution de l'institution familiale et l'avenir notamment de la famille biologique au Québec. Donc, notre objectif vise à poser un regard éclairé sur les conséquences des projets de loi qui touchent la famille biologique. Nous croyons approprié que les parents biologiques du Québec s'impliquent comme une partie mise en cause dans les changements législatifs qui s'en viennent. Donc, premièrement, il est nécessaire d'être bien informé pour développer une position sensée et raisonnable si nous souhaitons protéger les droits fondamentaux de tous les membres de la famille biologique traditionnelle. Précisons très brièvement, on y reviendra, que le groupe LGBTQIA2S+, réfère aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes, asexuels, aromantiques, agenres, bispirituels et plus. Le groupe BIPOC, BIPOC, réfère aux parents blacks, indigènes ou autochtones et les personnes de couleur. Donc, dans la littérature, on pourrait résumer les choses de cette manière. Maintenant, il va être essentiel de nous pencher sur la diversité familiale qui évolue à vitesse grand V. Cette révolution de l'institution familiale concerne notamment la procréation assistée, l'adoption qui nous concerne particulièrement, la gestation pour autrui, la question des familles multiparentales et plusieurs revendications spécifiques à des groupes d'intérêt particuliers, incluant le lobbying exercé par les familles LGBT sur le législateur. Donc, les parents qui choisissent ces nouvelles structures familiales s'attendent à une reconnaissance légale dans les institutions de santé et de services sociaux, dans le système d'éducation et les autres services publics, de manière à obtenir une réponse appropriée à leurs besoins particuliers. Rappelons que le mariage gay fut légalisé au début du 21e siècle, dans les années 2000 à peine, et que sous toute réserve, l'homosexualité est encore passible de peine de mort dans certaines parties du globe. Alors, ce n'est que depuis quelques décennies à peine, voire depuis quelques années, que ces nouvelles structures familiales existent d'un point de vue légal. Par conséquent, les communautés et les minorités formant cet ensemble de diversité sociale exercent des pressions sur le législateur et revendiquent des mesures afin d'obtenir des droits spécifiques, notamment sur la reconnaissance sociale de choisir ces modèles familiaux différents de celui de la famille biologique traditionnelle. En somme, la question se pose à savoir et à prévoir les conséquences de ce bouleversement sur la famille biologique, notamment à prévenir l'irréparable, le cas échéant. Ceci étant dit, dans notre premier épisode aujourd'hui qui se veut être une introduction, on va résumer les grandes lignes du projet de loi numéro 2 qui a été présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. On va définir aussi le titre de notre série documentaire qui se penchera sur ces modifications en droit de la famille. Et on va voir ensemble comment vous pouvez appuyer ma demande d'intervention en commission parlementaire sur le projet de loi numéro 2, notamment en me confiant un mandat pour vous représenter à titre de groupe de parents biologiques et voir éventuellement si on peut s'associer avec d'autres groupes d'intérêt. Ensuite, il sera nécessaire de structurer notre démarche de manière à en arriver à un consensus pour intervenir dans ce projet de loi à titre de groupe d'intérêt et affirmer notre importance au même titre que les autres groupes d'intérêt
LGBT ou le barreau du Québec ou les regroupements de parents adoptants et les familles d'accueil et tous les autres acteurs qui vont agir dans ce dossier devant la commission parlementaire. Maintenant, je vais commencer par résumer le projet de loi numéro 2 de M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice. Et j'ai décomposé le projet de loi, qui est quand même un document assez imposant. Je l'ai décomposé en 6 axes pour nous faciliter la compréhension de ce qui s'en vient. Donc, ça s'appelle la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droit de la personnalité et d'état civil. Donc, filiation, c'est le lien, comme le lien biologique, le lien de filiation biologique, c'est le lien de sang, par exemple. Donc, le premier axe de ce projet de loi. Donc, le gouvernement veut approuver le recours aux mères porteuses, qu'elles soient québécoises ou qu'elles soient d'un autre pays, quelles que soient les origines. Bon, les éléments de ce premier axe-là importants, premièrement, petit a, c'est une convention de gestation qui devra être conclue entre le parent d'intention et la mère porteuse avant la grossesse. Donc, le parent d'intention, si vous voulez, ça peut être un parent LGBT, comme des parents, un couple homosexuel, par exemple, qui ne peut pas procréer par lui-même et qui aura recours à une mère porteuse. Petit b. Après la naissance, le lien biologique entre la mère porteuse et l'enfant est réputé n'avoir jamais existé. Donc, c'est comme si le lien de sang ne sera pas légalement reconnu après la naissance de l'enfant. Petit c. Pendant la grossesse, la mère porteuse pourra bénéficier de prestations selon la loi sur l'assurance parentale, comme les parents biologiques peuvent bénéficier aujourd'hui de l'assurance parentale lorsque la mère est enceinte. Après la grossesse, les parents d'intention auront droit à des prestations spéciales. C'est un contrat, on contracte une mère porteuse, elle a le droit à des prestations pendant la grossesse, et ensuite, les parents d'intention, les parents, disons, LGBT ou homosexuels, eux auront droit à des prestations exclusives, parentales exclusives. On n'a jamais vu quelque chose comme ça dans l'histoire à date. Deuxièmement, le deuxième axe, la loi va permettre de créer des certificats de naissance détaillés. Donc, petit a, par exemple, une maman va pouvoir déclarer la paternité de son conjoint de fait sur son enfant. Donc là, il va y avoir possibilité entre conjoints de fait de faire modifier les actes de naissance. B, selon certaines conditions, un enfant aura maintenant droit à la connaissance de ses origines. Donc, l'enfant pourra, dans un premier temps, savoir qui était sa mère porteuse biologique, si elle y a consenti dans le contrat qui a été entendu avec les parents d'intention, par exemple. Deuxièmement, les enfants adoptés auront le droit à savoir qui sont leurs parents biologiques. Actuellement, ceux de moins de 14 ans doivent recevoir le consentement du parent adoptif et dans tous les cas, on a déjà fait une émission là-dessus dans Magistrature ou Dictature, dans tous les cas, ça prend l'approbation du directeur de la protection de la jeunesse avant que l'enfant n'ait eu 18 ans. Donc, la DPJ est le mandataire des informations, c'est lui qui détient les informations et la DPJ peut décider avant que l'enfant ait 18 ans que ce n'est pas dans son intérêt. Donc, ce nouveau droit de connaître ses origines sera inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne. C. Selon certaines conditions, et là, il y a aussi une controverse à ce niveau-là, toute personne pourra demander des modifications à son état civil, OK? Pour faire inscrire à son acte de naissance une mention d'identité de genre.
Donc là, c'est-à-dire selon les définitions qu'on a vues tout à l'heure, LGBTQAI2S+. Donc, il sera possible de faire ajouter au certificat de naissance une mention de son identité de genre. Deuxièmement, il sera possible de faire ajouter à son acte de naissance son changement de sexe. Donc, notamment pour les personnes trans. Donc, les personnes qui décident de changer de sexe en cours de route pourront faire modifier leur certificat de naissance, mais sous certaines conditions. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien entre la communauté LGBT et le projet de loi. Troisième axe de ce projet de loi, les parents pourront se désengager à l'égard de leur enfant pour désigner un membre d'une famille d'accueil de l'enfant pour agir à titre de tuteur supplétif par un jugement de cour. Quatrième axe, cette loi vient modifier le concept de l'intérêt de l'enfant. Et là, c'est quand même pas rien. A. La violence familiale sera désormais prise en considération dans l'intérêt de l'enfant. Et on sait que le concept de l'intérêt de l'enfant, c'est un concept majeur, même si ce n'est pas un principe fondamental. Donc, les décisions doivent être prises en vertu de l'intérêt de l'enfant. Et là, Québec veut rajouter la notion de violence conjugale à l'intérieur de la définition de l'intérêt de l'enfant. Toutefois, sans la définir. B. L'exercice de l'autorité parentale devra s'exercer sans violence. On change ça dans le Code civil. 1. Le parent victime pourra exercer des attributs parentaux seul, et ce, contrairement au droit actuel. Dans le droit actuel du Code civil, les parents exercent ensemble l'autorité parentale. Deuxièmement, la présence de violence facilitera la déchéance parentale. C. Le parent accusé de violence ne pourra pas interroger ou contre-interroger le parent présumé victime qui a allégué la violence. Cinquième axe, en protection de la jeunesse, les parents ne pourront pas interroger ou contre-interroger l'enfant. L'aide juridique sera accordée gratuitement à tout enfant mineur pour tous les services couverts par l'aide juridique, sans égard à ses moyens financiers. Et c'est d'ailleurs ce que propose Mme Régine Laurent dans son rapport de la commission Laurent, plus d'avocats en protection de la jeunesse pour représenter les enfants. Et on sait déjà que la majorité des enfants ne témoignent jamais devant le tribunal, donc c'est des avocats qui parlent pour eux autres. Sixième axe, cette loi ajoute des modifications terminologiques dans les lois qui font référence aux pères et mères. Déjà que le concept de parent est assez galvaudé, mais il faut être bien conscient que ce premier projet de loi n'est que la pointe de l'iceberg. Car à l'analyse des 616 pages du rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille qui était déposé en 2015, on comprend que la modification complète du droit de la famille vise à transformer l'institution familiale en une sorte d'entreprise surveillée de très près par le gouvernement. En vérité, les enjeux majeurs reposent sur des aspects purement financiers dans le rapport, mais avec la particularité qu'aucun couple homme-femme ou de même sexe, ou peu importe le genre, ne pourra échapper au nouveau droit familial, marié ou pas marié. On sait très bien que dans les années 70, beaucoup de couples ont arrêté de se marier pour en fait pouvoir échapper à la loi fédérale sur le divorce. Mais ça va s'arrêter avec cette réforme provinciale à venir. Maintenant, j'aimerais glisser un petit mot
sur le titre de la série Décalogue familial funeste. Dans une conférence de presse récente, le premier ministre François Legault a justifié le fait que, selon lui, il n'y a pas de racisme systémique au Québec à partir d'une définition du Petit Robert. Donc, je présume que si le premier ministre peut se permettre d'agir avec cette logique, on peut certainement, nous aussi, se prévaloir de quelques définitions et de la lexicographie associée, c'est-à-dire des études scientifiques et analytiques qui servent à la confection des dictionnaires. Donc, premièrement, dans le Petit Robert, la définition du mot décalogue réfère aux 10 commandements gravés sur les tables que Dieu donna à Moïse au Sinaï. Quant à la lexicographie du mot décalogue au sens figuré, un décalogue, c'est un ensemble de lois et de règles de comportement. Donc, peu importe quelle est la définition, la valeur judaïque ou catholique ou autre du décalogue, il s'agit tout simplement, vous le savez, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas convoiter, de ne pas faire de faux témoignages pour nuire, d'honorer ses pères et mères et de respecter sa religion, donc des notions régies par des lois et des règles. Donc, il en résulte qu'un décalogue familial est un substantif, si je peux dire, qui suggère un ensemble de lois et de règles de comportement relatifs à la famille, en tant que groupe humain concret, puisque la définition de l'adjectif familial exprime la qualité du nom décalogue. Au sens restreint, selon le Petit Robert, une famille, c'est un ensemble de personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement dans son sens le plus restreint. Une famille, c'est le père, la mère et les enfants. Bref, c'est une famille à l'état naturel. Donc, en vertu de cette définition plus restreinte, on peut conclure que la famille au sens strict, c'est la famille biologique traditionnelle. Quand on prend acte du contenu du projet de loi 2, on constate que la famille biologique se trouve dans l'état de ce qui commence à tomber, à s'écrouler, et qui se dégrade et évolue progressivement vers sa fin ou vers sa ruine. Depuis les années 60, on le sait, il y a un déclin de la famille biologique. Et comme dirait un écrivain Flaubert en 1871, c'est bien triste d'assister à la décadence de ceux qu'on aime, de voir leur force s'en aller, leur intelligence disparaître. Valéry disait en 1938, « On nous a assez dit que nous étions un peuple en décadence, qui ne fait plus d'enfants, qui n'a plus de foi en soi-même, qui se décompose assez voluptueusement sur le territoire admirable dont il jouit depuis trop de siècles. » En 2021, à la lecture du projet de loi caquiste numéro 2, que pourraient bien nous dire ces grands penseurs? Par ailleurs, le mot funeste qualifie le sens au sens strict, ce qui cause, qui apporte la mort, ce qui porte le coup fatal et qui annonce ou fait présager la mort par extension, qui est de nature à entraîner de graves dommages. En somme, je vous dirais ce qu'il faut comprendre dans le titre qui a été choisi, c'est qu'il s'agit d'un ensemble de lois, de règlements et de règles qui pourraient être de nature à causer de graves dommages à l'institution familiale biologique en tant que groupe humain, traditionnellement composé d'un père, d'une mère et de leurs enfants naturels. Comme le disait un journaliste bien connu il y a quelques années, la démocratie a capitulé devant la bureaucratie. L'État ne travaille plus pour la société, mais la société travaille pour l'État. L'État est principalement occupé à entretenir sa propre expansion. Au début du siècle,
les dépenses gouvernementales étaient de l'ordre de seulement 5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 5% de la valeur de tous les marchandises, tous les biens et services produits par les travailleurs. Aujourd'hui, les dépenses gouvernementales sont égales à plus de 50% du produit intérieur brut. C'est 10 fois plus qu'au début du siècle. Mais on peut se poser la question jusqu'où on peut aller comme ça. Dans les années 70, le budget du Québec était d'environ 8 milliards. Il est maintenant de plus de 100 milliards et le gouvernement est devenu le plus grand employeur de tous les temps. À ce rythme, est-ce que l'État se dirige inévitablement vers la banqueroute? Où trouvera-t-on les payeurs d'impôts pour faire survivre ce mammouth gouvernemental au 21e siècle? La réponse est malheureusement simple, de toute évidence. Le gouvernement mise surtout sur la valeur la plus sûre, les enfants d'aujourd'hui, qui seront le capital humain de demain. Mais dans tout ça, quel est votre avenir comme parents biologiques? Être des géniteurs de payeurs d'impôts? La famille biologique sera-t-elle une petite entreprise surveillée de très près dès la grossesse pour s'assurer que les futurs payeurs d'impôts soient performants au maximum? Dans sa volonté de créer de la richesse, l'État favorisera-t-il l'adoption par les plus riches des enfants des plus pauvres? Dans l'état actuel des choses, les bureaucrates et les experts de l'État imposent le changement à leur avantage et à l'avantage des groupes d'intérêt qui les sollicitent et qui font du lobbying pour les convaincre qu'il y a un problème. Les bureaucrates experts élaborent des politiques qu'ils remettent entre les mains des ministres pour qu'en bout de ligne, on décrète de nouvelles normes, on multiplie les règlements et les projets de loi. Le tout résulte généralement sur des pouvoirs discrétionnaires toujours plus élargis, remis entre les mains des fonctionnaires de l'État, qui à leur tour mettent les lois en application. La bureaucratie maintient donc le contrôle sur l'administration publique et la mission de l'État est malheureusement vite oubliée. Un exemple frappant de tout ça, c'est le cas de la DPJ, qui ne prend pas le temps de s'occuper des cas graves de maltraitance, mais qui s'ingère dans les familles biologiques pour des motifs qui ne respectent plus l'esprit de la loi que la DPJ met en application. Les mécanismes de plainte sont biaisés. Les injustices sont étudiées par les bureaucrates eux-mêmes à travers un système décisionnel quasi-judiciaire pleinement contrôlé par un ensemble de fonctionnaires qui se protègent entre eux. L'administration n'est plus imputable, l'État est quasi incontrôlable. À l'opposé, les administrés, les simples citoyens, notamment les parents, n'ont plus de véritable sécurité juridique face à cette gigantesque puissance qui applique ses lois au gré de ses officiers, donc arbitrairement. Les parents dépensent des fortunes en frais d'avocat et s'empêtrent dans des démarches longues et complexes qui n'en valent pas la peine dans la majorité des cas. Pour ces motifs, Madame, Monsieur, il est urgent de participer dans le processus de la création de la loi en droit de la famille notamment et en droit de la jeunesse, au lieu de fermer les yeux et de tout laisser entre les mains des bureaucrates et des groupes d'intérêt. Dans ce but, la semaine passée, j'ai déposé une demande d'intervention pour être entendu en commission parlementaire sur le projet de loi numéro 2, au nom des parents biologiques.
La secrétaire de la commission m'assure que la commission parlementaire étudiera notre demande d'intervention. Donc, pour que les choses soient en bonne et due forme, je vous propose de me confier un mandat pour aller vous représenter à l'Assemblée nationale comme groupe d'intérêt de parents biologiques du Québec. Donc, dès aujourd'hui, par exemple, vous pouvez me donner votre accord par un formulaire qui est épinglé sur notre page Facebook. Vous n'avez qu'à répondre à une question toute simple par un « oui » et vous recevrez une copie du mandat. Le formulaire est confidentiel et la démarche est gratuite. Un espace est aussi prévu dans le formulaire pour déposer vos propositions et vos suggestions concernant le projet de loi 2. En espérant que les délais avant les auditions publiques ne soient pas trop courts, lorsque nous aurons un consensus, je rédigerai un mémoire, vous proposerez des modifications et ensuite on approuvera le document. Pour terminer, on fera un dépôt légal du mémoire à la Bibliothèque nationale et ensuite on transmettra notre mémoire à la commission parlementaire qui va étudier le projet de loi 2. En dernier lieu, j'irai défendre à la consultation particulière le cas échéant, ce qu'on aura conclu dans ce projet-là. Donc voilà les propositions que j'avais à vous faire ce soir au nom de l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Et comme quelqu'un le mentionnait tout à l'heure, il est temps notamment que les papas et que tout le monde s'implique dans le processus parce qu'il y a des choses importantes qui s'en viennent cette année et l'année prochaine probablement également, puisque toute cette réforme-là n'est pas encore mise en place, mais c'est imminent. Et c'est un secret de polichinelle, vous le voyez très bien, donc vers où s'en va la société. Et la famille perd des droits constamment, les parents perdent des droits constamment. Je ne le fais pas pour moi personnellement, mais je pense que pour le reste des Québécoises et des Québécois du 21e siècle, il serait intéressant de voir protéger certains droits de la famille biologique.